Thomas, être sélectionneur national et faire son premier championnat du monde, pas la première course, mais le premier championnat du monde dans le Yorkshire, un endroit où vous avez des bons souvenirs, ça doit quand même être sympa. Ouais, c'est vrai que c'est sympa dans le sens où j'arrive plus en terrain inconnu. J'ai fait le Tour de France en 2014. D'ailleurs, là, pour ceux qui nous regardent, la partie en ligne du championnat du monde, c'est la première étape du Tour de France 2014. Et puis ensuite, je suis revenu chaque année au moment du Tour du Yorkshire et où j'ai été super bien accueilli par le public et tout, où j'appréciais les routes. Donc oui, pour une première, c'est un bel endroit. On va faire par chapitre si je peux dire. Parler du parcours. D'abord, un parcours, donc, vous connaissez les pièges du Yorkshire et puis les pièges de ce parcours, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu? Alors si on veut résumer le parcours, il y a 285 km auxquels il ne faut pas oublier de rajouter 10 km de départ neutralisé. Donc les coureurs auront 295 km dans les jambes au moment du final. Il y a une première partie de 170 km en ligne avant d'arriver sur le circuit final. Cette partie se divise en 3 parties justement. Une partie de 50 km pas très compliquée, plate. Une partie de 80 km où ça monte et ça descend et c'est des petites routes. Et ensuite 30-40 km de plat, moins technique avant d'aller sur le circuit final qui fait 13 km 800 à parcourir 7 fois, qui est ultra technique, très peu de plat sur les 14 km, maximum de 3-4 km de plat et ensuite succession de virages, droite, gauche, des relances avec une météo où ils annoncent pluvieuse. Donc il faut savoir faire du vélo, c'est-à-dire les trajectoires, jouer du braquet, les bons freinages, être très technique. On a compris, l'équipe a l'exhaustif autour de Julien Philippe. Mais justement, comment vous l'avez construit, comment vous avez choisi vos hommes? Je l'ai fait en 2 temps, avec le Tour de France que Julien, au mois de mai, quand j'avais vu le parcours, je savais qu'il convenait à Julien, que ça serait la meilleure chance française. Ce qu'on ne pouvait pas anticiper, c'est ce qui allait se passer au mois de juillet. Donc on ne sort pas indemne psychologiquement et physiquement de ce qu'a vécu Julien en juillet. Dans un premier temps, j'ai dit à des coureurs que je comptais sur eux parce que j'étais convaincu que dans les 2 cas de figure, soit Julien était là et ça serait les meilleurs équipés pour lui sur ce parcours, ou s'il n'était pas là, ça serait les meilleures cartes de l'équipe de France pour aller chercher un résultat. Et ensuite, quand Julien m'a dit qu'il était OK et qu'il était motivé pour refaire une préparation pour le championnat du monde, on a fait la deuxième moitié de l'équipe en concertation, sachant qu'on pensait un petit peu au même coureur, donc ça s'est fait très bien, mais il était évident de consulter quand on a un leader, c'est logique de le consulter pour constituer l'équipe. Le fait d'avoir Florian Sénéchal, et Rémi Cavagna qui en plus est allé chercher une superbe étape sur la Vuelta. Vous pensez que c'est vraiment un avantage pour Julien? Ouais, mais le truc, c'est que Julien était gêné quand je lui ai parlé de Rémi et de Florian parce qu'il disait ça fait 3 quick steps, est-ce que ça fait pas un peu beaucoup en équipe de France? On était à ce moment-là au début du Tour d'Espagne. Rémi Cavagna a fini le Tour d'Espagne d'une manière extraordinaire. Moi, je lui ai dit, écoute, je les sélectionne pas parce qu'ils sont dans ton équipe, mais si ça peut, parce qu'ils ont un rôle à jouer. Et bien entendu que le petit plus, le fait qu'il soit dans son équipe, même s'il y a une cohésion, je sens qu'il n'y a aucune animosité et que les gars ils sont très francs, il n'y en a aucun qui a une amertume envers Julien, bien au contraire, ils sont tous là pour bosser pour lui. Bien entendu que d'être dans la même équipe de marque, il faut rappeler que les championnats du monde c'est une course qui se court en équipe nationale, mais alors que les gars sont adversaires toute l'année et que parmi les adversaires il y a des coéquipiers qui le sont le reste de l'année. Donc oui, d'avoir 2 coureurs qui sont dans la même équipe que Julien tout au long de l'année, c'est un plus. Non, on va parler plutôt de vous. Vous commencez comme sélectionneur, vous avez fait championnat d'Europe. Je crois que vous avez dit, après championnat du monde, le championnat d'Europe, il y avait des choses à améliorer. Comment ça se passe pour vous, ce nouveau rôle? J'essaye d'anticiper au plus les événements, mais ce qui n'est pas évident, c'est qu'il y a l'absence. Alors moi, c'est vrai que j'ai jamais milité pour l'oreillette. J'étais plutôt toujours et je suis toujours contre. En revanche, quand les coureurs sont habitués à avoir l'oreillette toute l'année, la difficulté, c'est de ne plus l'avoir un jour précis. En plus, quand les coéquipiers changent ce jour-là, donc c'est un petit peu ce qui est. Et après, c'est oui, pour être franc, peut-être avoir un peu plus de sérénité de mon côté le jour de l'épreuve pour que les gars sentent que j'ai confiance en eux et pas que, évacuer le petit stress, même si c'est un stress positif, ne pas le laisser transparaître. Du coup, vous avez dit, il n'y a plus d'oreillettes.
le rôle du directeur sportif, du coach national, du directeur sportif en course, ce jour du championnat du monde, il est différent par rapport à une autre course? Oui, il est différent, mais en même temps, c'est pas plus mal parce que c'est pareil pour toutes les nations. Donc voilà, le coaching doit être fait en amont. Et après, il y a aussi le rôle des capitaines de route et des coureurs qui courent à l'instinct, dont fait partie Julien, dont fait partie Benoît Connefroy. Oui, c'est vrai que une fois qu'on est dans la voiture, qu'on suit, il y a des parties où il y a des coureurs qui pourront descendre, prendre des infos. Mais dans le money time, on fait plus grand chose. On peut donner des infos sur le bord du circuit, avoir un petit système codé qu'on a mis en place. Mais ça ne va pas changer la face du monde. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est le coureur, surtout après 285 km, qui va sentir le truc, quoi. Comment vous les avez préparés à cette distance? Ah, ça, c'est charge à eux. J'ai prévenu chacun de la distance, de ce que j'attendais d'eux. Il est hors de question, dans ma position, de leur donner la moindre leçon en termes d'entraînement ou de préparation. Je crois que dans leurs équipes respectives, au niveau de professionnalisme auquel ils évoluent, c'est pas moi surtout qui fonctionnait un peu à l'ancienne en entraînement et tout. Et puis je connais pas assez le coureur. On vient pas un mois avant en disant tiens, tu fais les championnats du monde, je vais te dire comment tu vas te préparer au niveau entraînement. Non, il faut faire confiance à son entraîneur, à son homme de confiance justement, pour que le coureur, par contre, j'attends je le dis suffisamment longtemps avant pour qu'il arrive dans les meilleures dispositions. On parle de la concurrence maintenant. Quelles sont les équipes dangereuses Oh, il y a des équipes dangereuses. Il y a l'Italie, les Pays-Bas avec le phénomène Van der Poel qui, quel que soit le vélo qu'ils prennent, que ce soit un VTT, un cyclocross ou un vélo de cyclocross ou un vélo de route, il gagne. Après, il y en a plein, quoi. Bien sûr, il y a la Belgique, il y a Gilbert qui a gagné 2 étapes à la Vuelta et qui sera présent. Il y a Greg Van Avermaet, on peut citer Lutsenko aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais il a le profil. Et puis il y a Peter Sagan qui a préparé son affaire depuis le Tour de France, qui a eu peut-être une année un peu moins bien, mais Peter Sagan, ça reste Peter Sagan et je crois que le bonhomme a du caractère et s'il peut être le seul cycliste à être 4 fois champion du monde, il ne va pas s'en priver. Les épreuves juniors et espoirs ont été célébrées, ça donne une indication sur ce qui peut se passer dimanche, même si le parcours est différent forcément. Mais ouais, non, faut toujours faire attention. En revanche, ce que ça a confirmé, c'est ce qu'en tout cas moi je pensais, c'est que c'est beaucoup plus dur que ce qu'on voit sur le profil. Sur le profil, on voit ça monte à 120 mètres, ça redescend à 50 mètres, des petits dénivelés, oui, mais dans le Yorkshire, quand vous avez ça toute la journée, ça monte, ça descend, au bout d'un moment, les coureurs, ils n'en peuvent plus, quoi. Donc ça a juste confirmé que c'était beaucoup plus dur sur le terrain que sur le papier. Julien, on n'a pas fait un secret, il n'aime pas trop la pluie, on le savait déjà. Comment ça va se gérer du coup, parce qu'on annonce une temps apocalyptique un peu? Ouais, mais je mettrais un bémol, je crois qu'il aime, faudra lui redemander, mais moi je suis convaincu qu'il n'aime pas quand il fait très froid. La pluie, Julien, il est parmi les meilleurs pilotes de vélo sous la pluie, c'est-à-dire que c'est lui qui fait, on a déjà vu, les meilleurs virages, et c'est très important sur ce circuit. En revanche, c'est vrai que le gros froid, il n'apprécie pas forcément. Ça tombe bien, ils n'annoncent pas moins de 12 degrés. Donc, et puis de toute façon, ce sera pour tous les coureurs pareil. Oui, bien sûr que ce n'est pas les conditions qu'ils préfèrent, mais le vélo, on ne choisit pas. Et surtout, on le savait qu'on n'est pas dans le sud de l'Espagne fin septembre. On est dans le nord de l'Angleterre fin septembre. Donc on le savait, il est prêt mentalement pour ça. Comme ses 7 coéquipiers. Juste pour conclure, si on pouvait revenir sur l'épreuve contre la montre, quel bilan vous tirez de cette épreuve contre la montre? Disons que j'étais un petit peu déçu, non pas juste du résultat, pas du tout par l'implication des coureurs. J'avais pris le parti de prendre les 2 meilleurs rouleurs français des 2 dernières années sur les chronos d'un jour. Le parcours en plus convenait vraiment à leur profil. Maintenant, il faut être honnête. D'une manière générale, en France, on a peut-être... je suis assez bien placé pour en parler parce que moi, toute ma carrière, j'ai jamais eu envie vraiment de travailler le contre-la-montre, contrairement à ce qui se fait dans les autres pays. Donc, à un moment, il n'y a pas de secret. Ça, c'est du travail sur du long terme et de temps en temps, on peut avoir une belle surprise. Mais oui, les coureurs ont... Après, 18e pour Pierre, c'est vrai que je pense qu'il aurait pu espérer un peu mieux, mais en tout cas, sur l'implication qu'ils ont mis, sur l'approche de l'événement, j'ai rien à leur reprocher.
Mais oui, on n'a pas eu de top 10, pas de top 5. Pour une grosse nation, de toute façon je le répète depuis des mois, dans les coureurs français, quel que soit le terrain, on a des coureurs qui sont capables de s'imposer au plus haut niveau mondial, hormis peut-être le contre-la-montre où on a encore un déficit. Et du coup, votre idée, il faudrait essayer de travailler ça ou alors c'est pas... Ça c'est... J'ai parlé des coureurs, notamment en espoir, et souvent le problème c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de contre-la-montre C'est sur les vrai. courses en France. Je vais vous donner un exemple. Je parraine un challenge minime cadet depuis 7 ans en Vendée. Il y a des gamins de 13, 14, 15, 16 ans qui viennent et on a voulu avec le club où je suis licencié mettre en place une mini course à étapes avec un contre-la-montre et ça a été refusé. Donc c'est vrai qu'il faut que ça rentre un petit peu dans les mœurs, peut-être pour plus anticiper. Après, moi je peux pas. Les coureurs sont dans des équipes de marque toute l'année. Le contre-la-montre a une importance primordiale dans les équipes professionnelles tout au long de l'année. Charge à eux de le travailler. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on est pro, peut-être que c'est déjà un petit peu trop tard pour l'avoir dans la tête. Il y a une chose à laquelle on va s'atteler avec tous les autres coachs de la Fédé et la FFC et la DTN, c'est l'épreuve du relais mixte, qui est une épreuve qui prend que moi j'ai trouvé que ce soit au championnat d'Europe ou au championnat du monde, qui est hyper fédératrice entre les hommes et entre les garçons et les filles, qui va prendre de l'importance, j'en suis convaincu. Et cette épreuve, en revanche, c'est pas forcément des purs spécialistes du contre-la-montre. Et je pense on n'arrivera peut-être pas au niveau des Pays-Bas, mais on peut s'améliorer si on arrive à anticiper sur l'ensemble de l'année au niveau programme de course avec les équipes de marque et de créer un petit groupe qui défende les couleurs de la France à ces deux occasions. Championnat d'Europe, championnat du monde du relais mixte. J'ai juste insisté un peu sur le chrono. Parce qu'on parle oui, il faudrait peut-être changer les choses pour avoir des bons chronomètres. Est-ce que c'est important? Parce que quand on voit les derniers vainqueurs de Grand Tour, Primož Roglič, Tom Dumoulin, c'est des chronomètres qui se sont un peu diversifiés. Est-ce que du coup, ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est vraiment important en France, un enjeu, d'essayer d'avoir des meilleurs chronomètres? Ou alors est-ce que c'est un enjeu relatif? Non, je pense que c'est important. Pourquoi? Parce que ces dernières années, les kilométrages sur le Tour de France ont été réduits. Mais ça ne va pas non plus être chaque année de la même manière. Donc la tendance, elle est en train de se mettre à ce que ça soit depuis déjà quelques années. Cette année, on a eu un pur grimpeur vainqueur du Tour de France, mais il y avait très peu de contre-la-montre. Donc après, moi je ne fais pas le donneur de leçons parce que, comme je l'ai dit, c'était pas du tout ma tasse de thé le contre-la-montre, mais il est évident que quand on veut viser haut sur une course à étapes, celles qui font le plus de retombées pour les sponsors, il faut avoir son leader qui en contre-la-montre est performant. Merci beaucoup Thomas. Et on l'a fait. Hop, voilà.